Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici, après un nouveau générique et un nouveau décor, les titres de l'actualité de ce lundi. Le journalisme est pour la population une lumière qui les éclaire dans les ténèbres de l'actualité. Ils sont essentiels, mais sont aussi des bonimenteurs. Les journalistes nous aident à avoir une information importante qui vient de l'autre bout du monde. Catastrophes naturelles, découvertes scientifiques majeures, des événements sportifs et même la guerre. Ils sont partout où il n'est pas forcément bon d'y être, au péril de leur vie dans certains cas. Ils vont coordonner les actualités mondiales, mais également les informations au plus proche de chez vous. L'évolution du journalisme durant ces derniers siècles a été considérable. Tant par les supports qu'ils soient télévisés, radio, presse écrite ou encore Internet, mais aussi dans leurs domaines de spécialisation comme la politique, le sport, les grands reporters, les présentateurs, les chroniqueurs, les pigistes, les rédacteurs, les éditorialistes, les critiques, qu'ils soient gastronomiques, cinématographiques, et j'en oublie plein. Je voulais vous parler de ce monde aussi fascinant que important. Ça sert à quoi le journalisme ? Son but va être de rassembler les informations, des faits, qu'il va vérifier, à travers un protocole, malheureusement plus ou moins sérieux selon les journalistes. Il va ensuite traiter l'information, la vulgariser et la contextualiser si nécessaire. Une fois tous ces éléments en place, il va les présenter au grand public via un organe de presse. Dans l'histoire, la première forme connue de journalisme remonte dans l'Antiquité. À Rome, un affichage était appliqué, exposant uniquement des faits pour transmettre les informations de la ville, naissance, mariage, mort, et même les rapports des séances du Sénat. Avec cette nouvelle façon de transmettre les informations va également naître la censure, pour éviter toute information allant à l'encontre du pouvoir mis en place. Bien plus tard au Moyen-Âge, les colporteurs créent des récits. Sur des bases de vérité, ils vont romancer les faits divers pour les rendre plus attractifs. Ces mises en scène s'appelleront les canards ensanglantés, et auront un aspect totalement racoleur, comme quoi le putaclic n'est pas né d'hier. Le développement des techniques d'impression vont permettre la diffusion des journaux. En 1611, on voit apparaître la première revue française, le Mercure François. Publié pendant plusieurs années, il va ouvrir la voie au premier journal officiel, la Gazette, un périodique hebdomadaire, créé par le docteur Théophraste Renaudot, avec l'aide de Richelieu. Ce brave docteur participera également au développement de la publicité de la presse, ce qui permettra de diffuser plus massivement les journaux. Malheureusement, à la Révolution, la Gazette ne jouera pas son rôle. Passant sous silence les événements, elle ne mentionnera même pas la prise de la Bastille. Moins de 10 personnes en France détiennent l'écrasante majorité des médias. Sur un cheptel de 33 000 journalistes possédant une carte de presse, les pressions éditoriales qui pèsent sur leur dos est énorme, continuellement matraqués par des intérêts financiers, des idéologies politiques, qui d'ailleurs mènent à une certaine ambiguïté, car souvent du même milieu social, ayant fait les mêmes études. Tout cela a poussé la population à se méfier de la caste journalistique. Trop souvent pris de fait à mentir, préférant protéger leurs intérêts que celui des Français, utilisant des éléments de langage directement transmis par les dirigeants ou lobbies, leur facilitant le travail par une complicité intéressée. Des informations biaisées, commandées. L'affaire est révélée par une enquête de 30 médias internationaux, dont la cellule investigation de Radio France. Tout commence en Israël. Là-bas, pendant plusieurs mois, le journaliste Frédéric Mettezo et 2 confrères israéliens infiltrent une structure, Team Jorge, spécialisée dans l'influence et la désinformation en ligne. On découvre d'abord des gens qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de déontologie. Ils sont là pour porter un message. Peu importe le message, ce qui compte, c'est que le message soit diffusé, soit par les réseaux sociaux, soit à travers les médias traditionnels. On découvre aussi des gens qui ont des capacités technologiques très poussées. Sur ces images, en caméra cachée, Tal Hanan, ancien membre de l'armée israélienne. C'est lui qui est à la tête de la Team Jorge. Parmi ses clients, des milliardaires, des entreprises ou encore des candidats à une élection. Il se vante d'être intervenu dans plus de 30 campagnes électorales, notamment en Afrique. La désinformation, c'est un business. Il n'y a pas d'autre mot.
Tim Jorge nous explique, vous voulez écouter quelqu'un sur son téléphone portable? 50 000 €. Vous voulez créer une situation de tension politique dans un pays d'Afrique qui s'apprête à organiser sa présidentielle pour faire reculer le scrutin? C'est 6 millions d'euros. Oui, la désinformation, c'est un business et c'est toujours très triste de voir que nous, les médias, on a toujours le sentiment d'être sous-financés, alors qu'en fait, il y a énormément d'argent qui va dans la désinformation. Les responsables de la Team Jorge se vantent aussi de pouvoir placer des séquences à l'antenne des grands médias tels que BFM TV. Accompagnés par un renouveau du monde de la presse, l'évolution numérique et Internet les ont bouleversés, les obligeant à s'adapter, sous peine d'être tués à petit feu. Aujourd'hui, un simple citoyen avec son téléphone peut faire partie du processus de partage des informations, et même dans certains cas supplanter le travail des journalistes professionnels. Les informations citoyennes sont potentiellement biaisées, on le sait, par la stupidité de l'homme, selon son idéologie, des trolls qui joueront de la crédulité de certaines personnes, par la simple erreur humaine également, et une multitude d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Mais néanmoins, même si potentiellement biaisé, le journalisme citoyen est une réalité, et il ne faut pas la négliger. Dans tous les cas, la négliger serait juste élitiste. Au même titre que le journalisme professionnel a ses défauts, le journalisme citoyen en a également. Mais je vous rappelle que l'essence même du journalisme consiste à transmettre les informations essentielles. Le principe reste le droit à s'informer. Et si l'information n'est pas transmise par un journaliste classique, le citoyen a le droit d'utiliser les outils technologiques à sa disposition pour transmettre l'information. Évidemment, un cadre devrait y être appliqué, nous permettant d'éliminer les grosses personnes problématiques. Trolls, lobby, désinformation, erreurs humaines. Pourquoi on a besoin du journalisme? Malgré les tares que le journalisme traîne, il est essentiel à notre civilisation. Un véritable contre-pouvoir des différents types de gouvernements possibles, il va permettre à tout citoyen de bénéficier du droit d'être informé, mais va être également le rempart à la liberté d'expression. Les journalistes, soutenus des avocats, ont participé aux fondamentaux des grands principes de la liberté d'expression, et l'ont défendu au prix de leur vie parfois, pour nous laisser en héritage ce qu'ils pensaient juste, pour le plus grand nombre. Peu importe les formes que le journalisme prendra à l'avenir, l'essence même du journalisme, son fond, dépassera toujours sa forme. La recherche de vérité, le droit d'être informé. Il ne tient qu'à nous de le préserver au mieux qu'on le peut. Et au même titre que le médecin avec son serment d'Hippocrate, ou que les avocats avec leur serment d'allégeance. Les actes journalistiques devraient être beaucoup plus sacralisés. On peut prendre facilement en exemple des cas comme Edward Snowden, un des lanceurs d'alerte les plus célèbres, qui a dévoilé au public américain et mondial l'espionnage et l'écoute massive que le gouvernement américain mettait en place, sur ses propres concitoyens, mais également des dirigeants des autres pays. Ou dans une autre mesure, Julian Assange, journaliste qui a fondé Wikileaks, une plateforme pour les lanceurs d'alerte, permettant de publier des informations tout en protégeant leur anonymat. Mais malheureusement, suite à des révélations faites sur la guerre en Irak et en Afghanistan, une bataille judiciaire va être menée contre lui. Et malheureusement, la situation n'évolue pas tellement en sa faveur. Au-delà du journaliste et ses défauts d'humain, le journalisme nous permet de nous mettre face à la réalité de notre monde, d'apprendre, de s'éduquer, et nous permettra alors de le comprendre. Il nous permet de nous protéger, et c'est pour ça qu'il doit être respecté. Au-delà des simples faits, le journaliste applique une analyse sur les sujets qu'il traite. Évidemment, il en découlera, malgré l'honnêteté de la personne, un résidu de subjectivité. Sur des personnes objectives et équilibrées, cela n'est pas trop gênant. En revanche, sur des personnes radicales, cela peut porter tous les propos tenus à de la propagande. L'honnêteté intellectuelle dont il faut faire preuve est dure à maintenir. Sur le terrain, surtout dans une manif par exemple, c'est extrêmement compliqué d'essayer de tout rapporter. Moi, si je filme un policier se faire agresser, si je filme un manifestant se faire agresser, je mettrai les images sur YouTube en intégralité, etc. Peu importe ce qui se passe, je le diffuserai. Et c'est en ça que je tends à être neutre. La difficulté, c'est que sur le terrain, dans une manif, forcément tu rates des séquences, forcément tu rates des choses. Même si toi tu veux faire ton travail le mieux possible, parfois c'est un peu compliqué parce que t'as pas la séquence d'avant. Donc c'est pas une volonté de ma part,
Et quand tu rates un truc, bah, j'essaie de le préciser dans mon tweet ou des choses comme ça. Après, c'est sûr qu'il y a eu quelques soucis ces derniers temps avec la presse et la police. Donc forcément, quand Rémi Buzine, mon pote journaliste, quand moi je me fais menacer d'interpeller, en fait on couvre plus l'actu mais on devient l'actu. Forcément c'est un peu compliqué, mais moi je me suis efforcé de le raconter factuellement. Par exemple, quand je me suis fait gazer il y a quelques semaines devant un lycée à bout portant pendant de longues secondes par un policier, j'ai diffusé la séquence, mais j'ai mis le avant du gazage, où c'est vrai que je recule pas aussi vite que le flic veut. J'aurais pu juste mettre le moment où je me fais gazer et dire honte à la police, tu vois. Mais je trouvais pas ça honnête et je trouvais pas ça très déontologique. Des simples faits, montés de manière réfléchie, peuvent tronquer l'interprétation qu'on s'en fait. Et si vous vous sentez suffisamment protégé de cela, prenez l'exemple des mentalistes. Un mentaliste expérimenté mènera à bien sur un grand nombre de personnes des suggestions forcées, ce qui mènera ces personnes à penser comme le mentaliste le souhaitait. Évidemment, cela demande de l'expérience et de la connaissance dans ce domaine. Mais le marketing utilise beaucoup de méthodes comparables, qui n'ont pas à rougir face aux techniques des plus grands magiciens et mentalistes. Chez nos cousins saxons, une méthode radicale a été trouvée pour pallier à ce problème. Les faits sont séparés des analyses. Étant relativement plus honnête intellectuellement, cela n'enlève pas les problèmes. Et lui est reproché dans certains cas d'être moins digeste. Il est clair que de manière générale, le journalisme manque de transparence et d'honnêteté. À mon humble avis, il suffirait de régler ce problème pour que la population française regagne confiance en ses journalistes. Évidemment, comme tout ce que touche l'humain, il y aura toujours des soucis. Il faut en être conscient et accepter de ne pas avoir la possibilité d'être parfait. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire du sale boulot. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!